nous sommes désormais au complet pour commencer cette table ronde attendue puisque le sujet est ô combien important. Quel cadre économique pour un développement harmonieux de l'éolien en France et dans ses territoires? Donc j'invite à me rejoindre plutôt, sur l'estrade Jean-François Carinco, président de la commission de régulation de l'énergie, Dominique Darne, président de la commission économique de la FE, également président d'Eurowatt, Gilles Dixon de Wind Europe, directeur général de Wind Europe, oui je disais, Yannick Jadot, député européen, et pour finir cette table ronde, Nicolas Wolf, président de la commission industrie de FE et directeur général de Vestas France Méditerranée. Alors déjà en premier lieu, effectivement, excusez-nous d'avoir démarré cette table ronde avec autant de retard. Monsieur Carinco donc, a été retenu sur la route, mais il est arrivé. Et nous l'attendions avec ô combien d'impatience, puisque c'est à lui que je vais confier la parole en premier. Voilà. Vous êtes prêts? Bonjour à tous. D'abord, beaucoup d'excuses. Je ne sais pas ce que fait le député là, européen écolo, mais enfin, on a mis 1h15 pour venir du centre de Paris. On va avoir à faire promouvoir, je ne sais pas quoi, là. C'est un vrai sujet, quand même. Hein. C'est vous qui avez été préfet, c'est pas moi. Ah, mais... J'ai jamais été en charge de la circulation. Hein. Excusez-moi, monsieur Carinco, juste une petite précision. Vous avez tous normalement un micro qui est situé à votre gauche ou à votre droite. Mais j'en ai un, là, c'est pas bien? Alors vous en avez un, mais tout le monde en a un. Donc si vous avez volonté d'intervenir, n'hésitez pas, saisissez-vous-en. Donc merci à vous, puisque j'y vais avec encore une fois mes excuses renouvelées pour ce retard. Merci à vous de me donner la parole sur ce sujet important qu'est l'éolien en France. Énergie compétitive ou pas, on verra, c'est l'histoire, c'est vous qui le démontrerez. En tout cas, je pense que c'est un sujet essentiel au débat. Et dans le débat, puisque j'en fais un certain nombre dans ces périodes, il y a deux choses qui comptent. C'est de dire la vérité, parce qu'on ne construit rien sur des mensonges, fussent-ils faits pour la bonne cause. Et deuxièmement, c'est dire ce qu'on croit avec bienveillance. J'étais l'autre jour à un débat près de Lyon, type que j'aime bien était là, et il avait une position tranchée, et il le disait de telle manière que je lui ai dit devant les 200 personnes qui étaient là, écoutez, peut-être que vous avez raison, mais la manière dont vous le dites fait que vous avez tort. Il n'y a aucune raison d'élever la voix. Le sujet est trop important pour que les arguments s'échangent, pour que les voix se tracent par le débat. Un autre sujet très important dans ces débats d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où il n'y a plus de synthèse. Le vieux truc hegelien, thèse, antithèse, synthèse, c'est fini. Hein? On est comme on est avec sa face duale contradictoire. Et c'est dans la façon de vivre nos contradictions que se trouve la vérité. Ce n'est pas dans l'abrogation de telle ou telle aspérité de notre pensée. Hein? C'est vraiment important. C'est ce qui, depuis 1 an et demi que je m'occupe de ce sujet de l'énergie, de cette manière de régulateur, me frappe. Nous ne sommes pas capables de débattre correctement. Tout le monde se ment à soi-même. Eh bien aujourd'hui, nous sommes là pour débattre. Oui, mais voilà, comme j'en profite maintenant, je suis remonté comme une pendule après 1h30 de voiture. Donc, autant le dire. Vous avez, je pense en ma personne, un défenseur acharné de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables. Mais je ne cherche pas à faire le consensus. Et je ne cherche pas à dire que je suis pour les énergies renouvelables pour de fausses raisons. J'étais ce matin à un débat un peu sympa, et j'ai dit que tous ceux qui disent qu'ils font de l'éolienne ou du PV, tous ceux qui disent qu'il faut supprimer le nucléaire pour lutter pour le changement climatique, c'est débile profond. C'est un autre débat, tout aussi important, tout aussi fondamental. Mais voilà, on ne fait pas l'un contre l'autre, on cherche la vérité ensemble. Et c'est mon premier point, on ne développe pas des éoliennes en France ou toute autre énergie renouvelable électrique
pour lutter contre le changement climatique ou réduire les émissions de CO2 en France, ou alors à la marge. C'est vrai peut-être pour l'Allemagne, mais pas pour la France. C'est-à-dire ce qu'on fait en France a des influences en Allemagne, mais pas directement en France. Vous le savez tous très bien, mais on entend trop souvent dans ce débat une espèce de confusion entre lutte contre le changement climatique en France et développement des ENR. Je suis contre cette idée et je pense que comme toute vérité est contre-productive, et si on est pour la lutte contre le changement climatique, j'espère comme tout un chacun ici, autant se dire les vérités. Les ENR se développent partout dans le monde et la vérité, c'est qu'elles deviennent de plus en plus compétitives. À l'horizon 2050, tout le monde s'accorde à dire que les systèmes électriques seront tous compétitifs, complètement, sans aide, etc., avec des énergies renouvelables. J'ajoute que le parc électrique décarboné en France est un atout majeur pour le bilan carbone de l'Europe, et j'insiste pour qu'on raisonne au niveau européen et pas au niveau purement français. Ça n'a aucun intérêt de raisonner au niveau purement français. Et ce parc électrique décarboné français est un atout majeur pour l'ensemble de l'Europe, tant que nos voisins exploiteront des énergies fossiles à grande échelle. C'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai lien, et parlons-en, entre la diminution du parc nucléaire et la montée des énergies renouvelables. Les deux sont le même sujet. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est le même sujet. Pourquoi faut-il, j'étais avec Jean-Bernard Lévy tout à l'heure, pourquoi faut-il se dire que le nucléaire doit baisser? C'est parce qu'on ne sait pas résoudre le problème des déchets. Point. Et tant qu'on ne sait pas, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à faire des choses intelligentes. Pas la peine de laisser 100 000 ans, 1 million, 2 millions. Quoi, hein. Mais ce n'est pas pour baisser le bilan carbone. Et tant qu'on ment, on ne convainc pas les gens intelligents. Tant qu'on ment, on ne convainc pas les gens intelligents. Après cette introduction qui recadre un peu les choses, venons-en au thème de l'énergie éolienne. D'abord, séparons les trois technologies éoliennes. L'éolienne terrestre, éolienne en mer posée, éolienne en mer flottant. On rappellera les positions et propositions de la CRE, d'abord, et dans un second temps, puisque la question de la compétitivité est posée, je voudrais soulever la compétitivité du développement de la filière sans soutien financier public. Le vrai sujet, c'est, j'entends dans les colloques, les gens qui me disent, les gens qui écrivent, et alors, tout ça, ça coûte pourquoi? Donc la question, c'est, on le fait au moindre coût. L'objectif de le faire est une évidence. L'objectif de le faire au moindre coût est aussi une autre évidence qu'on ferait bien de mettre en avant. Les trois filières de production éolienne s'inscrivent en France dans des cadres distincts. Pourquoi? Parce que leur niveau de maturité est à des périodes différentes et qu'il y a des cadres juridiques distincts. Premier sujet, l'éolien terrestre. Le cadre de soutien a été revu en 2017. Vous êtes plus spécialiste que moi. Un arrêté tarifaire pour garantir un niveau de revenu de l'ordre de 75 € le mégawattheure pendant 20 ans. Et un appel d'offres pluriannuel pour désigner 3 gigawatts de projets lauréats en 3 ans. Nous avions pointé les défauts des tarifs précédents en vigueur qui faisaient peser sur la collectivité un coût inutile. Nous ne sommes pas là, nous sommes là pour faire de l'énergie éolienne, nous ne sommes pas là pour le bénéfice de telle ou telle chose. Hein. On est là, c'est mon cas, sur un sujet d'intérêt général. Et quand on peut gagner sa vie dans la ligne de l'intérêt général, c'est beaucoup mieux. Le pire, c'est ceux qui perdent leur vie dans le cadre de l'intérêt général. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Il y en a quelques-uns, on pourra en parler. La CRE a validé la procédure nouvelle d'appel d'offres qui permet d'adapter le niveau de soutien à la particularité de chaque projet.
particularité qui tient à où on est, le vent, l'histoire. Nous considérons que le champ d'appel d'offres doit encore être élargi. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde, mais je le pense vraiment. Tout parc de plus de 6 mégawatts devrait d'y participer. On va essayer de formuler des propositions. Le vrai sujet aujourd'hui dans mon esprit, c'est le repowering. Je pense qu'à dire à chacun, on a dans les années qui viennent, un nombre considérable, c'est-à-dire 3 gigawatts de production qui sont d'ici 2023, qui arrivent au bout de leurs 15 ans. 3 gigawatts. Si nous savons tous ensemble dire que sur ces périmètres où sont installés ces 3 gigawatts, on est capable d'en installer 7,5, je le crois, à ce moment-là, on aura à la fois fait gagner l'intérêt général et donné du business à toutes nos entreprises. Ça suppose des évolutions législatives, réglementaires. Ça suppose que chacun ait bien le même objectif. Je pense que les territoires les plus venteux, entre guillemets, les plus adaptés, ont été pris les premiers avec des mâts qui sont à 1,5, 2. 1,5, 2. Et que sur ces mêmes territoires, avec le même nombre de mâts, on peut produire 2,5 fois plus cher. Il ne faut que le législateur change les règles pour que ça soit simple comme bonjour. C'est vraiment un truc important. Ma réflexion à supposer que ça marche, c'est est-ce qu'on fait des appels d'offres séparés de repowering de l'hydrolien à terre nouveau. Ma réponse à ce stade est plutôt oui. Renouveler un parc immédiatement après la fin d'un tel contrat pose un autre problème. Ça dure 20 ans et au bout de 15 ans, on nous refait des appels d'offres. La question de la durée de vie économique et de la durée de vie de l'appel d'offres qui était de 15 ans se pose. Je ne suis pas favorable à ce qu'on relance des appels d'offres et donc du soutien de l'État, du soutien de la collectivité nationale, pour les parcs qui ont encore 5 ans de durée de vie technique. De 15 à 20, ils sont sur le marché. Ça tombe bien, le marché monte. C'est amorti, on a gagné sa vie. Mais de dire, je fais de l'hydro aujourd'hui, alors qu'on est dans la panade quand même au niveau de tout ça. Bon. Aujourd'hui, il faut que chacun se mette en route pour faire les choses proprement. Et me semble-t-il, faire les choses proprement, c'est accepter de l'année 15 à l'année 20, on soit simplement sur le marché. Et en échange de ça, il faut qu'on ait des règles de repowering d'une facilité absolue pour augmenter la puissance sur le même territoire. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'il faut des appels d'offres spécifiques sur les mâts en repowering. Ce n'est pas gagné. C'est juste le débat du moment, me semble-t-il, sur l'hydrolien, sur l'éolien à terre. Un autre débat, je suis très sensible à l'image que m'ont passé mes amis d'Enercon du premier bateau qui importe des mâts complètement faits de Chine. C'est un vrai sujet. Enercon va supprimer les emplois en Allemagne. Moi, je défends les emplois à Compiègne. Je n'ai pas de honte à le dire. C'est pas parce qu'on est très européens, et moi, plus que beaucoup d'autres. Alors, est-ce qu'il faut être complètement ouvert sur tous les systèmes, les machins? Non, je pense que sur l'énergie, on a le droit de dire « je défends les productions en Europe ». Il me semble. Ça pose question. Il nous faut travailler avec nos amis à Bruxelles. Et quand je dis ça, ce n'est pas d'être contre l'Europe. Je suis européen, mais alors, jusqu'à la moelle. À ceux qui seraient tentés d'être contre, disons tout simplement, je leur dis, je pense qu'ils se trompent. Je suis le plus vieux, là. Donc, l'Europe, c'est 73 ans de paix entre les nations. Ça n'est jamais arrivé depuis le début de l'humanité. Jamais.
ça vaut bien qu'on s'emmerde un peu avec quelques règles qui nous appartiennent de faire changer, qui nous appartiennent d'essayer de faire changer. Mais jamais un mot, me semble-t-il, dans ces temps aujourd'hui, quels que soient les sujets, jamais un mot plus fort que l'autre pour critiquer cette Europe que nous ne devons pas considérer comme un corps étranger. Éolien en mer posé, il faut accélérer ce qui a été décidé. J'ai vu Jean-Bernard Lévy ce matin, j'ai dit continue comme ça et tu vas nous faire le musée des éoliennes en mer. Hein. On y est presque. La collectivité nationale a fait un gros effort. Il faut maintenant que tous les opérateurs, et des FNJ notamment, hein, acceptent ce qui leur est proposé. C'est ce que j'ai dit à Ben Sasson, c'est ce que j'ai dit à Isabelle Cocher, c'est ce que j'ai dit à Jean-Bernard Lévy. Tu ne vas pas nous emmerder pour 30 millions sur quelques milliards. Hein, ah, on en est là. On est au bout du bout de la négociation. Mais la négociation, elle n'est pas aujourd'hui... Je sais que... Bah, alors, putain, j'ai fait 1h15 de route. Hein. Elle n'est pas... Je vous décide parce que l'objectif est qu'on puisse aussi faire circuler la parole. Et après, ben, donc voilà. Sur l'éolien en mer, on a intérêt à se bouger. Sur l'éolien en mer flottant, faisons les expériences et on va le faire. Mais faisons les expériences en disant c'est une expérience et quand c'est une expérience, surtout chacun se tait et ne dit pas c'est grâce à moi que ça s'est fait. Ça, c'est le... Ceux qui connaissent le sujet me comprendront. Hein. C'est le meilleur moyen de ne pas faire et de faire péter les résultats d'expérience. Est-ce qu'on va arriver, ça y est, j'arrive au bout, est-ce qu'on va arriver à un développement de l'éolien en mer sans soutien? D'abord, la question est mal posée. Tout dépend qui paye le raccordement. Et tout le monde se ment là-dessus. La vérité, c'est que le soutien qui a été fait, la baisse du soutien, c'est qu'on a fait le raccordement à la charge du réseau et à la charge de tout le monde. Ça fait baisser les prix. Bon. Après, vous avez nos amis allemands, mais ils me l'ont dit, qui disent je vais le faire à 40 ou à 30 ou à 35. Ils savent bien qu'aujourd'hui, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Ils disent je parie pour dans 5 ans qu'on y arrivera. Ça fausse un peu le système. Bon, je m'arrête, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je les dirai dans le débat. Vous pourrez les dire dans plusieurs tours de table. Je pense qu'effectivement, déjà, merci. Vous nous avez donné effectivement beaucoup de matière à commenter. Dominique Dain, vous êtes président de la commission économique à la FE. Et donc, je disais également président d'Eurowatt. Vous avez un regard averti sur la question des appels d'offres et le cadre financier qui permet de soutenir la filière. Est-ce que vous avez déjà des éléments de commentaires par rapport à tout ce que nous a dit Jean-François Carinco? Je pense qu'on arrive... Alors, parlez bien près du micro, le micro posé sur le menton. Le mécanisme d'appel d'offres qui est enfin arrivé depuis qu'on nous l'annonçait depuis un certain nombre d'années où la CRE a pris des positions très claires sur les tarifs. Il est vrai que sa stabilité, sa visibilité, sa lisibilité, elle est essentielle pour nous. En tant que développeurs, producteurs, on doit avoir une lecture des règles claires, transparentes, qui nous permettent d'être compétitifs et d'assurer dans la durée des prix les plus attractifs possibles. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui reste à être... Les changements de calendrier, les changements de règles sont très difficiles pour nous adapter. Alors aujourd'hui, il y a deux systèmes. Il y a les appels d'offres d'un côté, les compléments de rémunération. Comment est-ce que la filière éolienne s'est accaparée ce nouveau système ? Alors, je ne sais pas si j'aime bien le mot accaparer. Effectivement, les approprier ou vit avec, puisqu'en fait, c'est des systèmes qui sont en parallèle. Donc, il y a des systèmes antérieurs qui perdurent et se sont présentés à différentes fenêtres qui se sont ouvertes. De facto, l'État a pris la décision de partager entre les plus petits projets et les plus gros projets avec un guichet ouvert, où on sait que la CRE n'est pas très favorable à des mécanismes de ce type-là, et des appels d'offres. Et aujourd'hui, les appels d'offres, le premier appel d'offres a été largement, il y a une participation satisfaisante. Le deuxième, non seulement il y a une participation assez faible, mais en plus une attribution encore plus faible. Donc c'est assez frustrant. Vous avez un deuxième micro, hein, justement pour pouvoir échanger tous les deux directement. C'est pourquoi on a eu un problème législatif de savoir qui est l'autorité environnementale. On revient à un truc où on change tout le temps.
Alors si vous changez tout le temps, vous multipliez les périodes de changement. Et quand vous multipliez les périodes de changement, il n'y a plus de résultat. On a besoin d'arrêter ce désordre. Voilà. Vous, comme nous. C'est un grand désordre. Un grand désordre. Alors, M. Carinco a évoqué aussi les autres appels d'offres, éventuellement sur le repowering. Il y a également la question des appels d'offres qui sont neutres technologiquement. Quelle est votre vision et d'industriels de l'éolien d'une part et d'élus de la FE? Alors, l'appel d'offres, quand il est spécifique monotechnologie, et on parle de compétitivité, en fait, on est compétitif entre nous, c'est-à-dire entre éoliens. On nous met une dose aujourd'hui de compétitivité technologique avec une autre technologie, mais on ne met pas l'ensemble des différentes technologies sur un marqueur unique de prix. Et j'ai entendu que pour vous, c'était quand même l'argument fondamental, qui est, c'est pas l'éolien contre le nucléaire, c'est pas l'éolien contre le thermique, mais l'aune, l'étalon, c'est le prix. Mais on ne compare pas tout à fait les mêmes prix. Nous, dans les appels d'offres, on ne fait que se comparer les uns aux autres. Mais on n'a pas cette visibilité avec les autres technologies. Mais si on fait un appel d'offres, justement, tout le monde pareil, on fait que du nucléaire. D'accord? Donc le sujet, que le prix. Et oui, parce qu'on était au prix marginal, hein, au prix marginal. Au prix marginal. Donc, mais si, on est à 28. Enfin. Tout compris. C'est un peu la différence que l'on a quand même aujourd'hui dans l'éolien, c'est que du neuf, de l'ancien, avec du grand carénage, sans grand carénage, les déchets, le raccordement. L'assurance ? L'assurance, qui est effectivement dans notre industrie intégralement reflétée dans le prix, jusqu'au démantèlement. Donc la vie entière d'un projet éolien est dans son prix. Toutes les autres énergies n'ont pas un prix complet, y compris les externalités. Déchets, rejets gazeux. J'ai dit ça pour dire que je n'étais pas que pour les prix. C'est pour ça qu'on est contre on l'a fait savoir, qu'on était contre les appels d'offres technologiquement neutres, qu'on était pour segmenter. Voilà. Si on fait pas d'éolien en mer à ce moment-là, si tout est pareil, hein, c'est clair au moins. Si on segmente, parce qu'on a des volontés politiques de développement de telle ou telle filière, c'est à l'intérieur de chaque filière qu'on est pour le prix. Et encore, j'ai rajouté des questions environnementales et industrielles. Vous ne m'avez pas bien écouté. Non, je vous ai bien entendu sur ce sujet-là, mais c'est effectivement dans les différentes énergies qu'on a aujourd'hui à disposition, l'aune à laquelle on les mesure, théoriquement, c'est le prix. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait avec les mêmes règles d'évaluation. C'est vous qui les comparez, ce n'est pas la CRE qui dit. La CRE dit qu'il faut faire des appels d'offres par segment, par type d'énergie. Si elle disait il faut faire, on a pris des positions, me semble-t-il, courageuses contre Bruxelles et on a fait évoluer les choses. Si vous êtes sur des appels d'offres technologiquement neutres, comme ils disent, effectivement, c'est que le prix. Et voilà, et ça ne marche pas. Oui, il reste une vache sacrée qui est effectivement les autres énergies, le coût global. Et effectivement, quand on a des appels d'offres monotechnologie, donc en fait, c'est tous les gens qui sont dans cette salle qui se concurrencent les uns les autres avec les fabricants qui vont faire des prix plus ou moins élevés. Mais on est entre nous. On ne compare pas toutes les sources d'énergie et je pense que l'objectif, il est véritablement de faire baisser le coût de l'énergie pour tous les consommateurs. Juste sur une question qui a été abordée, c'est la question de l'appel d'offres élargi. Si je peux avoir votre point de vue sur ce sujet. Pardon. Sur l'appel d'offres élargi. Sur le fait d'envoyer vers les appels d'offres, la procédure d'appel d'offres, les champs de plus de 6 MW, donc quasiment tous ceux qui ont plus de 2 éoliennes, donc quasiment tout le monde finalement. Je pense que l'industrie, dans le monde entier, est ouverte à ce mécanisme d'appel d'offres. Je pense qu'on a su s'adapter depuis une dizaine d'années à des évolutions de réglementation en matière de mécanismes de soutien, que l'objectif à terme, il est clair pour tout le monde, qui est de vivre sans mécanisme de soutien. L'industrie, et Nicolas Wolf en parlera, sur la partie technologique, on a fait d'énormes progrès qui amènent des baisses. On ne parle pas assez souvent des investisseurs et des prêteurs qui se sont habitués à une industrie nouvelle et ont compris les risques et ont pu abaisser leurs objectifs. Tout ça, ça va dans le bon sens et effectivement, on vivra avec. Yannick Jadot, je vous voulais prendre plein de notes et avoir envie de réagir à ce que vous entendiez, alors je vous donne la parole. Ah, c'est gentil ça. Merci, bonjour. Alors, sachant que le débat n'est pas forcément ENR nucléaire, mais plutôt compétitivité de l'éolien. Voilà, je le replaçais juste le débat. J'ai bien compris.
Je n'en doute Mais pas. je suis un anti-nucléaire convaincu. Je le sais. Permettez-moi d'être un anti-nucléaire convaincu. Je pense qu'au fond, aujourd'hui, le nucléaire, c'est le dernier avatar du soviétisme. C'est l'opacité, il n'y a que de l'argent public, ça n'est que l'État, c'est toujours plus cher et on nous promet toujours un avenir radieux, il est toujours plus radioactif. Donc finalement... C'est hors sujet, M. Jadot. C'est hors sujet, M. Jadot. Sauf c'est pas avec ça que vous développerez l'éolien. Je suis d'accord. Sauf que Moi, oui. je suis pour développer l'éolien. Sauf que oui, en réalité, je suis d'accord avec vous sur le climat. On peut avoir des débats sur le nucléaire et le climat, mais je suis d'accord avec vous que le nucléaire est largement une énergie décarbonée et qu'il ne faut pas être pour l'éolien parce que le nucléaire nous empêcherait de sauver le climat. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà bien. Et je suis d'accord avec vous sur la dimension européenne. Je suis d'accord avec vous sur la dimension européenne et vous avez servi un ministre, Jean-Louis Borloo, qui, la France était présidente à l'époque de l'Union européenne, quand on a fait le paquet climat-énergie 2020. Et la grande intelligence de Jean-Louis Borloo à cette époque-là, c'est de se dire « je vais utiliser l'échelon européen pour essayer de tirer la transformation de notre système énergétique en France. J'ai besoin de la contrainte européenne pour faire bouger un système français totalement paralysé. » Parce que sur les sujets dont on cause, le climat, on voit que l'avenir nous rattrape. Les conséquences qu'on imaginait dans 20 ans, 30 ans, elles sont là aujourd'hui. Mais en matière d'énergie, c'est le passé qui nous oppresse, en réalité. Et il était là, sur ce paquet, et il a présidé cette négociation. Et on a eu un très bon paquet climat-énergie qui nous a permis de définir... Ah mais j'ai une très grande reconnaissance pour le travail de Jean-Louis Borloo sur ces sujets-là. Et sur d'autres sujets aussi. Mais à cette époque-là, c'était extrêmement important, ayant été un acteur du Grenelle de l'environnement. Ce qui s'est passé depuis, c'est quand même l'inversion de l'équation. C'est qu'on a des gouvernements français qui ont plutôt un moment, y compris à l'issue du débat et du débat public et du débat parlementaire sur la loi de transition énergétique, on est arrivé à arracher quelques objectifs, mais il a fallu se battre pour que la France défende les mêmes objectifs que dans sa loi à l'échelle européenne. La position de la France au départ, c'était 27% non contraignants à l'échelle européenne, comme le reste du Conseil, alors que dans notre loi, c'est 32% la part des énergies renouvelables. Et il a fallu se battre avec ce gouvernement pour qu'on soit sur une trajectoire d'ici 2030, qui ne soit pas une trajectoire, globalement on s'autorise à rien faire jusqu'en 2027, et à partir de 2027, on vous promet, craché juré, qu'on en fera beaucoup. Il a fallu se battre pour qu'on ait au moins une approche linéaire de la transition énergétique. Et vous savez à quel point, à l'échelle européenne, finalement, on a, sur le paquet 2030, l'effort de transition énergétique est quasiment 2 fois moindre que celui qu'on a fait sur le paquet 2020, alors qu'on a des énergies qui sont beaucoup plus compétitives et des programmes, y compris d'efficacité énergétique, qui sont beaucoup plus performants. Donc on est sur ce sujet de l'énergie. Et évidemment, le débat entre l'éolien et le nucléaire n'est pas le débat du CO2. C'est le débat d'une tradition de politique énergétique. Quand, à un moment donné, vous avez une loi, c'est pas rien une loi de transition énergétique, pour la première fois dans notre histoire, on inscrivait dans la loi qu'on allait réduire le nucléaire pour laisser de la place aux autres. Et vous savez très bien qu'on a menti. Non, je regrette, on n'a pas menti. Quand un débat public est co-animé, y compris par Anne Lauvergeon, quand une loi est co-animée par François Brottes, il ne faut pas m'expliquer que ces gens-là ont menti, qu'ils étaient des anti-nucléaires. Franchement, M. Jadot. Qu'ils ont... Attendez, je vais finir. Alors, s'il vous plaît, messieurs. Vous étiez sûr de ça, qu'on aurait 50% de nucléaire en 2025? Mais c'est la volonté politique qui le fait. Quand on a fait cette loi, est-ce qu'on a pris 2 ans de retard à la fin du quinquennat Hollande? Oui. Est-ce que ça justifiait de prendre 10 ans de retard maintenant? Évidemment non. Pardonnez-moi, vous savez, vous êtes trop connaisseur
du processus de décision publique pour savoir comment il a fallu se battre, y compris en interministériel, pour qu'il y ait toujours 6 appels d'offres sur l'éolien offshore. Parce qu'une partie de ce gouvernement voulait stopper la moitié des appels d'offres. C'est pas le même débat. Mais si, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, si quand vous avez une réduction, une stagnation ou une réduction de votre consommation électrique, la question c'est comment vous approvisionnez cette consommation électrique. Et si vous décidez de mettre dans les tuyaux de l'éolien, du photovoltaïque, de la géothermie, du bois, du machin, du truc, et bien à un moment, la conclusion c'est que vous devez fermer des centrales nucléaires. Oui, ça, la réponse est oui. Donc, juste je ne vais pas être très long. Mais tout ça pour dire que quoi, aujourd'hui? Oui, on a un gouvernement et une discussion sur la programmation. On voit l'attirance, et c'est normal, et je le soutiens, pour le photovoltaïque. Ce sont des petites unités, et on a arraché dans la directive énergie renouvelable l'idée qu'il y ait l'énergie citoyenne, les communautés, tout ça s'en empare, c'est plus simple, c'est très bien. Mais on sait que si on prend l'éolien, et notamment l'éolien offshore, on est à combien? 4 500, 5 000 heures par an? Bon, on est autour de ça. Mais là, on est d'accord. C'est extrêmement efficace. C'est extrêmement performant. Et donc, c'est un concurrent énergétique. Pourquoi on est prêt à faire des petites unités de photovoltaïque et pas de l'éolien offshore? Et là où je trouve que c'est une faute, pas simplement une faute politique. Moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux dépendre du vent, du soleil, de l'eau et des déchets que du Niger, de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du Gabon. Je trouve ça plus simple en matière de géopolitique. On a des énergies qui sont gratuites quand elles viennent de là-haut. Ça coûte de les transformer en électricité. Expliquez pourquoi vous leur avez dit qu'on était contre l'éolien en mer alors qu'on vient de le faire. Merde alors. Parce que je vois bien comment la discussion comme ça. Parce que je vois bien comment la discussion est en train de s'organiser sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous ne voyez rien du tout. Et je vois, j'entends. Et vous n'entendez pas non plus. Et si je suis... Vous ne pouvez pas dire qu'on ne veut pas faire de l'éolien en mer. Surtout à moi, avec Jean-Louis Borloo, on s'est battu comme des... Et on va réussir. Je parle pas de Jean-Louis Borloo, je parle de la PPE d'aujourd'hui. Eh bien, on va faire l'éolien en mer. Eh bien, tant mieux. Eh bien, voilà, donc ne dites pas qu'on ne va pas le faire. D'accord. Si c'est vous qui décidez de la PPE, j'en suis très heureux de cette annonce officielle du gouvernement. Simplement, j'essaye d'y contribuer. Les acteurs qui sont là, qui sont pour moi les nouveaux capitaines de l'industrie, ils sont là. Moi, ma crainte... J'ai été visiter, y compris le mât qui a été mis, l'éolien flottant, au large du Croisic. L'éolienne, la première raccordée avec Enercop, salut Enercop, et c'était très bien. Et ce qui est génial, parce que ce n'est pas simplement cette potentiel-là, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce ne soit pas le parent pauvre de la PPE? On a des mathématiciens. Personne dit que ça. Parce que moi, je préfère que les mathématiciens fassent des algorithmes pour stabiliser une éolienne flottante que pour faire des produits financiers à haute fréquence. Voilà, il faut de la mathématique, on est parmi les meilleurs du monde. On a parmi les ingénieurs en énergie les meilleurs du monde. Et s'il y a un secteur sur lequel la France doit s'inscrire de manière déterminée, y compris dans la compétition internationale, c'est l'éolien offshore et c'est l'éolien flottant dans l'éolien offshore. Et si on arrive à faire ça... Mais tout le monde est d'accord. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Gentiment, tout le monde est d'accord. Il semblerait déjà que vous soyez d'accord. Tout le monde est d'accord. Et je finis. Tout le monde n'est pas d'accord. Si tout le monde était d'accord, on n'aurait pas l'usine de Saint-Nazaire... Il y a les pêcheurs et les écolos qui sont contre. De General Electric. Oui, mais les écolos, ils font la directive sur les énergies renouvelables au Parlement européen. Ils font ça. C'est nous qui pilotons la directive sur les énergies renouvelables dans la négociation au Parlement européen. Donc, on est des acteurs de cette transformation. Eh bien, tant mieux. Moi, je vois l'usine GE de Saint-Nazaire, ils ont 450 postes. Il y en a combien? 120, 130 qui bossent. Je vois l'usine des chantiers de l'Atlantique, celle qui est censée faire les sous-stations pour l'éolien flottant. Et moi, je vois l'usine de Cherbourg, ils ont décidé de la faire. Est-ce qu'on peut être content une fois, M. Jadot? Est-ce qu'on peut être content d'avoir gagné? Même. Mais Monsieur Carinco, mon sujet, content d'avoir gagné pour progresser. Mon seul sujet là, puisque c'est le débat d'aujourd'hui,
c'est que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, et je finis là-dessus. J'ai confiance à Isma. Monsieur Carinco, s'il vous plaît. Eh bien, qu'on ne soit pas sur des chiffres ridicules en termes d'éolien offshore qui feront que, effectivement, l'industrie, elle se fera ailleurs, que les emplois se feront ailleurs. Et que moi, je veux des chiffres qui nous disent, allez, on est sur tous les ans du, je ne sais pas combien, 1000 mégawatts sur le posé, on est sur 500 sur le flottant. Et si on a ces objectifs-là, tous les deux ensemble, on ira traquer un Saint-Nazaire, au Havre, à Cherbourg et ailleurs, j'y étais avec à les Saint-Nazaire, salariés de l'éolien J'y étais, offshore je les ai vus. et de tous ceux de l'éolien terrestre. Merci. Giles Dixon, ça va? C'était pas trop brutal d'être au milieu? Merci beaucoup, David. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur d'être ici, assis entre ces deux débatteurs formidables. C'est aussi passionné en Europe? Bon, si vous me permettez, je voudrais suivre l'exemple de M. Carinco et mettre les choses dans un contexte européen. J'espère que les slides vont arriver à l'écran. Je voudrais vous montrer quelques petits slides. Juste une petite question avant de vous laisser commencer. Est-ce que le débat est aussi passionné ailleurs en Europe? Ah oui, dans tous les pays, le débat est très passionné. Ah oui, il faut l'être, il faut que ce soit passionné. D'accord, donc ça ne vous impressionne pas là en l'occurrence? Ah non, très bien, c'est normal, parfait, tout à fait normal. Est-ce qu'il est aussi masculin? Oh, ça c'est autre chose. Bon. Où est l'éolien en Europe en ce moment? Regardez, nous sommes 12% de toute la consommation d'électricité en Europe en ce moment. Où est la capacité éolienne? Ça, c'est la ligne bleue foncée. Nous sommes déjà la deuxième capacité d'électricité en Europe. Où allons-nous dans les prochains 5 ans? Regardez la boîte à droite. Ce sont les nouvelles capacités que nous allons ajouter dans les prochains 5 ans. C'est plutôt terrestre toujours, ça c'est le bleu foncé, mais il y a beaucoup d'offshore aussi, ça c'est le bleu clair. Où se trouvera cette croissance exactement? En ce qui concerne le terrestre, la France sera numéro 2, derrière l'Allemagne. Dans les prochains 5 ans. En ce qui concerne le offshore, la France sera numéro 4. Bon. Où allons-nous d'ici 2030? Ça, c'est une slide non pas de Wind Europe, mais de l'Agence internationale d'énergie. C'est une slide que nous a montré Fatih Birol, le directeur général de l'AIE, lorsqu'il est venu il y a 3 semaines au colloque annuel de Wind Europe à Hambourg. L'éolien, ici, nous ne parlons pas de la capacité, nous parlons de la production. Et l'éolien, c'est la ligne rouge. Et Fatih Birol nous a annoncé que peu après 2025, l'éolien sera la source numéro 1 de l'électricité en Europe. Cependant, pour atteindre ça, il nous reste quelques problèmes pour résoudre, bien sûr. Vous connaissez très bien non seulement cette peinture en France, mais la thématique qu'il exprime, c'est la thématique des PMI. Bien sûr, vous avez eu vos propres problèmes en ce qui concerne l'autorité pour les PMI. Maintenant, il vous reste suivre toutes les recommandations de M. Lecornu pour flexibiliser les missions des PMI pour les parcs éoliens en France. Si nous regardons de Bruxelles, là où nous sommes, Wind Europe, la France, c'est le pays en ce moment où malheureusement, il continue à être le plus difficile d'obtenir les permis pour les parcs éoliens. Il s'apaise sur les coûts. Regardez les prix dans les enchères pour le terrestre dans plusieurs pays d'Europe dans les derniers 4 ans. Bon, on a vu une réduction des prix, ça c'est très positif. Ça c'est la compétitivité incontestable de l'éolien en Europe aujourd'hui. Mais regardons où est la France comparée avec d'autres pays.
Bon, vous reconnaissez les défis que vous avez ici, spécialement en ce qui concerne l'émission des PMI, la flexibilisation de tout ce qui concerne le développement de nouveaux projets. Bon, je vais parler un peu de l'offshore maintenant. Vous connaissez très bien tout cela, les projets que vous avez ici, et vous connaissez aussi ces avances dans la technologie. La taille moyenne des nouvelles turbines offshore augmente très très vite en ce moment. Nous estimons que dans 10 ans, 15 MW sera le standard normal dans le marché. Et comme l'a très bien dit M. Jadot, ça va nous permettre d'atteindre les facteurs de capacité très élevés pour l'offshore, de 50%. Et les prix pour l'offshore, bon, le marge européen en ce moment, c'est entre 60 et 90 € par mégawatt-heure. Ce sont les prix de l'offshore pour les nouveaux projets en Europe en ce moment. Regardons la future expansion d'ici 2030 dans le offshore. Ce qui est frappant ici, c'est non seulement la croissance, la bonne croissance, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de pays de l'Europe qui se rendent compte des avantages économiques de l'offshore et qui veulent y investir. Ce n'est plus seulement le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Danois, les Hollandais. Non, ce sont les Irlandais, les Suédois, les Polonais, la Lituanie qui s'ajoutent à là et bien sûr la France aussi dans le rouge. N'oublions pas bien sûr le flottant. Ici, vous voyez le potentiel énorme que possède la France en ce qui concerne le flottant. C'est une histoire très bien connue ici. Je vais vous dire seulement une chose sur le flottant. C'est qu'il y a de la concurrence, mesdames, messieurs, en Europe, pour être les premiers, pour être les leaders en Europe sur le flottant. Les Norvégiens développent les projets de grande échelle, plus grands que 100 MW. Les Espagnols veulent les développer dans les îles Canaries aussi. Donc il faut qu'il y ait du mouvement accéléré ici en France en ce qui concerne les grands projets, plus de 100 MW, 200 MW sur le flottant. Et surtout, il faut éviter cela. Ça, ce n'est pas ce que nous voulons sur l'offshore. C'est une horizon là peu dégagée. Il nous faut une horizon beaucoup plus dégagée que cela. Il faut une feuille de route très claire pour le développement de l'offshore. Ça veut dire, en ce moment, des volumes ambitieux dans la programmation, dans la PPE. Autre chose dont vous avez besoin ici en France, c'est les règlements très clairs pour les PPAs. Regardez la croissance dans les PPAs sur l'éolien en Europe dans les dernières années. Mais comme le dit très bien le titre, où est la France? Pas encore, mais vous allez changer cela. Monsieur Koronko, vous allez nous donner, oui, c'est très important, parce que ça nous permet que les consommateurs industriels aient de la confiance dans la provision de l'électricité. Ce n'est plus quelque chose des data centers. Non, ce sont les grandes usines de l'aluminium, de l'acier, des chimies, secteur automobile qui maintenant veulent signer les PPAs avec les parcs éoliens. Ça stimule les investissements industriels et la France veut bénéficier de cela aussi. Bon. Je voudrais vous parler vite de l'électrification. Je sais que vous en avez parlé ce matin. Regardez, il n'y a que 24% de toute la consommation énergétique en Europe qui vient de l'électricité. Et c'est très bien que nous avons 30% de renouvelables dans la consommation de l'électricité, mais très peu dans le chauffage, malgré les efforts de la France, et même peu dans le transport. Et il faut changer tout cela si nous allons atteindre les objectifs de la décarbonisation de toute l'énergie. Il faut que tout le monde soit en mesure d'accueillir des productions électriques variables en plus grande quantité. Ça veut dire plus de stockage, plus de production flexible chez les éoliens, chez les autres aussi, plus de réponse à la demande. Nous en avons déjà 20 gigawatts en Europe, il nous faut au moins 100 gigawatts.
Et il nous faut plus de conversion d'électricité en gaz pour l'électrification indirecte. Ça veut dire l'hydrogène et le power to gaz. Et bien sûr, plus d'interconnexion avec les autres pays. Bon, il ne faut pas que je parle ici en France de la clôture des centrales thermiques. Là, vous avez Cordemais, près de Nantes, qui marche toujours. Donc, je vous invite tous, messieurs, dames, au prochain colloque de Windeup qui aura lieu au mois d'avril, 2, 3, 4 avril, l'année prochaine, très près de la France, à Bilbao, dans le nord d'Espagne. Et je vous invite... Beaucoup de charbon aussi là-bas, hein. Où il y a beaucoup de charbon. Il y a trop de charbon, oui. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste, encore une fois, pointer la France avec son petit truc de Cordemais par rapport aux autres. Enchanté. Je suis fier de ce qu'on arrive à faire. Non, vous l'avez fait très très bien et vous avez montré un très bon exemple à vos voisins au sud. Oui, qu'ils doivent suivre. Oui, excellent, excellent. Et finalement, je vous invite de jouer un nouvel truc qui s'appelle le Wind Challenge. C'est très intéressant. Si vous entrez dans ce site web, vous allez vous convertir dans un technicien qui possède un parc éolien et qui efface beaucoup de data sur le rendement de ce parc éolien. Et vous pouvez prendre des décisions sur l'extension de vie de ce parc éolien basé sur les informations sur le rendement, la performance des composants du parc éolien. C'est très bien et je vous remercie l'attention et avoir supporté cet accent aussi épouvantable. Merci beaucoup, messieurs. Donc, messieurs, dames, spécialistes de l'éolien, vous qui avez assurément des enfants, vous savez désormais à quoi vous pouvez les faire jouer devant la télévision ou devant l'écran d'ordinateur. Juste un petit commentaire, Dominique Darn, avant que je ne passe la parole à Nicolas Wolf. J'ai retenu de l'intervention de Giles Dixon, la question, les freins, la taille des machines, le cadre réglementaire et finalement un horizon qui manque de visibilité. Et d'autre part, à l'inverse, des opportunités, notamment les corporate PPA. Peut-être votre observation par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est un sujet, je voulais rebondir sur le commentaire de Giles qui le mentionnait, où la France est absente de ce processus aujourd'hui. Au sein de FEE, on a lancé une réflexion, un travail de place. On a besoin de faire évoluer ça. Et la partie très intéressante des corporate PPA, c'est que les grands consommateurs ne le font plus nécessairement pour des raisons de verdissement de leurs approvisionnements, mais pour des raisons économiques. Et la sécurité de s'assurer dans la durée de prix maîtrisés, à l'inverse de ce qui peut se passer sur un marché dont on voit qu'il a évolué près de 50% en un an, à la hausse. On voit apparaître des grands industriels de tous ordres. Et la grande surprise en France et dans le groupe de travail qu'on a mis en place, c'est de voir apparaître des entreprises vraiment de tout type. Ça va de la SNCF à l'aéroport de Paris, à la Poste, des gens qui viennent avec une volonté de sécuriser à long terme des prix bas. On est compétitif dans la durée, ce que je ne pense pas que toutes les autres énergies puissent dire. Nicolas Wolf, point de vue de l'industrie. Merci. Effectivement, vous êtes président de la commission industrie de FEE. Comment est-ce que les industriels se sont accaparés la question de la productivité? Comment est-ce qu'ils ont agi pour faire baisser le prix du productible? Alors, je voudrais apporter un peu d'apaisement dans ce débat. Mais vous l'avez vu, en fait, l'éolien, c'est la passion, la détermination. Alors, un peu d'apaisement sur la question de la compétitivité, pour vous annoncer que nous avons gagné la bataille de la compétitivité. Depuis l'année 2010, le coût de l'énergie a baissé de plus de 25% à l'échelle mondiale. Et dans le même temps, nous avons augmenté en fait les facteurs de charge. On est passé de 11 à plus de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition permettent de produire une énergie qui est moins chère en étant encore plus productive. Tout ça va dans le sens en fait de la réduction du coût de l'énergie au bénéfice du contribuable français et de l'État français. Donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. Cette réduction du coût de l'énergie s'est faite grâce aux nouvelles technologies, mais elle s'est faite aussi à travers des réductions de coûts de machine. Donc les turbiniers, que je représente aussi aujourd'hui, ont pratiqué des prix bas depuis maintenant plus de 2 ans. Et je peux vous dire qu'en l'espace d'1 an et demi, on a baissé nos prix de plus de 15%.
Donc baisse des prix des éoliennes de plus de 15%. Je pense qu'aujourd'hui, cela étant dit, on a gagné cette bataille à la compétitivité. Il faut qu'on soit conscient que sur la baisse des prix, nous sommes arrivés à une sorte de plateau et je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'on ne peut plus continuer à baisser de façon régulière les prix des machines. Pourquoi? Parce que tout cela se fait au détriment du contenu local. Vous l'avez souligné, c'est important. Il faut aussi qu'on préserve l'emploi local. Tous les turbiniers présents en France ont cherché à développer leur filière, ont cherché à utiliser des sous-traitants. C'est le cas aujourd'hui. Mais si vous nous demandez de continuer à baisser nos prix, tout cela ne sera plus possible et on sera obligé d'aller acheter nos composantes loin en Chine. Ce que nous ne voulons pas. Mais ce que vous commencez à faire, si j'envoie la photographie du bateau qui arrive. Absolument, absolument. Mais il faut qu'on ait bien conscience en fait que chaque réduction de prix de machine a des conséquences. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce point. Alors aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des autres leviers d'action? Absolument. Les autres leviers, c'est quoi? C'est la technologie. Aujourd'hui, les fabricants de machines, et Vestas en particulier, ont travaillé depuis une vingtaine d'années sur ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de sortir des subsides de l'État. Notre obsession, c'est d'être parité réseau, d'être capable de travailler aux côtés de toute autre source d'énergie sans aucune aide de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux l'affirmer, c'est le cas. J'ai en tête des dossiers dans le monde, en Amérique latine par exemple, où on sort en fait des tarifs à 25 € du mégawattheure. 25 € du mégawattheure avec ces nouvelles technologies. En France, 65. En France, 65. La moyenne dans le monde aujourd'hui, c'est 55 € du mégawattheure. 55 € du mégawattheure. Quelle est la particularité de la France? En France, en fait, on a deux caractéristiques. On a beaucoup de nucléaire et on a un système d'appel d'offres qui a du mal à se mettre en œuvre. Et je le déplore parce qu'en fait, finalement, on a vu qu'au premier appel d'offres, il y avait un certain appétit. On avait réussi à créer un système vertueux qui a été stoppé net. C'est dommage. Il faut que l'industrie se prépare. Vous savez pourquoi il a été d'après. stoppé, il faut le dire. Enfin, chacun le sait ici. Hein, on a un problème d'autorité environnementale. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Mais pourquoi c'est la question que je pose. Cette question, moi aussi, je me la pose. Moi aussi, je me la sommes pose. On d'accord, avait un Oscar. système qui marchait très bien et on a changé. Ça marchera aussi bien demain, pas mieux, mais aussi bien. Et en attendant, on a perdu un an. Et puis alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder, et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qu'on a partagé ensemble, M. Carinco, il y a une dizaine d'années, quand on a fait connaissance à l'hôtel de Roquelaure. C'est le sujet en fait de la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour justement permettre en fait au système d'être vertueux et produire à moindre coût. Aujourd'hui en France, vous connaissez les durées de développement, on est sur 6 à 7 ans minimum, ce qui nous oblige, nous turbiniers, à continuer à installer des machines que nous considérons comme obsolètes. Des machines qui ne sont plus compétitives et qu'on maintient uniquement pour le marché français. Donc c'est une aberration totale d'un point de vue industriel. C'est le musée de l'éolien que je dénonce. Exactement, exactement. Donc si l'administration nous permettait de travailler plus vite, il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, on sort une nouvelle génération de machines tous les 3 ans. Vous avez raison, sauf sur un point. Ne dites pas, ne pointez pas, c'est la faute à un tel. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas c'est l'administration. C'est l'air du temps, c'est le peuple, c'est l'évolution. Oui, oui, c'est le peuple qui dit. Hein? Vous en appelez au peuple. Oui, c'est le peuple qui dit. Le peuple. Jadot, vous le savez très bien, c'est le peuple qui dit que quand on fait une éolienne en mer, du côté du Tabitch, qu'on voit la hauteur d'un ongle, hein, les gens se plaignent et vont au tribunal pour qu'on ne voit pas l'éolienne qui est à 25 km. C'est l'ensemble de la justice, c'est l'ensemble du système. L'a fait, pas a fait une l'administration. enquête. Les Français très très largement En tout cas, c'est pas soutiennent le l'administration développement de qui fait l'éolien. des recours Donc il n'y a pas administratifs le contre peuple. ce qu'elle Il décide. n'y a pas le peuple. Il y a des associations qui combattent l'éolien. Il y a des Eh associations bien, qui, condamnez-les, par intérêt privé, condamnez-les. et face à des préfets, parfois, Monsieur et vous avez Jadot, été préfet, condamnez-les comme nous le faisons. face à des préfets qui J'attends parfois que n'avaient vous- pas S'il vous plaît, la messieurs, volonté écoutez-vous. hier Écoutez-vous. de combattre les petits agitateurs Condamnez-les. anti-éoliens. Un peu Condamnez-les. d'apaisement. Donc, Monsieur Carinco, nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille de la compétitivité. Donc, quels sont nos prochains défis? Moi, je vois 2 défis. C'est le défi de l'intégration au réseau et le défi de l'acceptabilité. Et là, je vous rejoins, Monsieur Carinco. Donc, sur le défi de l'intégration au réseau, je pense que le système tel qu'il est dessiné aujourd'hui ne correspond pas à ce que nous devons faire en termes de montée en puissance des renouvelables, et en particulier de l'éolien. Donc il y a encore énormément de travail à fournir sur la création des réseaux intelligents. On a abordé ce point ce matin avec RTE et Enedis. On a beaucoup de travail à faire sur le stockage de l'énergie qui sera sans aucun doute une des composantes majeures
du monde énergétique de demain. Et puis, on a du travail sur le réseau en lui-même, qui nous accueille, qui doit nous accueillir et qui a parfois du mal en fait, à accueillir une nouvelle capacité. Donc énormément de travail. On a des technologies, je pense, de qualité en France. Mettons-les en œuvre. Ensuite, un travail sur le marché. J'ai parlé déjà donc, de ces appels d'offres qui ont du mal à démarrer. Il nous faut de la visibilité sur les quantités. D'un point de vue industriel, c'est absolument fondamental. Et puis les corporate PPA, donc ces contrats d'achat en fait, privés qui nous permettent en fait, des déploiements accélérés sur d'autres pays en Europe. Par exemple, moi j'ai en tête des sujets sur lesquels on intervient sur l'Europe du Nord. On est sur des niveaux de coûts qui sont très compétitifs. On a des opérateurs qui signent directement avec nous. Pourquoi pas en France? Le dernier point, c'est le point de l'acceptabilité. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à fournir pour que le peuple, les Français, s'emparent du sujet énergétique. Je pense que c'est fondamental pour réussir et passer à l'étape suivante. Ça nécessite un travail de fond en fait, sur les développements. On n'a pas bien compris ce que vous avez dit, Monsieur Carinco. On n'a pas bien compris ce que vous avez dit. Il est clair qu'aujourd'hui, les problèmes de recours administratif, d'acceptabilité, bloquent complètement le système, notamment de l'éolien. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle quand même. Oui, d'accord. Mais ça fait 10 ans que les gens râlent de plus en plus. Donc, est-ce que, moi je plaide pour qu'on ait des procédures plus simples. On a vu sur l'éolien en mer que le Parlement a réduit les capacités d'appel, les a centralisées, etc. On n'est pas au bout. Dès que vous prenez une décision, il faut que chacun le sache. Et ne disent pas c'est l'administration, c'est notre pays qui est comme ça. Dès que vous prenez une décision pour implanter un truc, tout le monde est contre. Bon. Et en tout cas, les moyens... Le ministère de la Défense, vous le mettez côté peuple, côté administration, sur l'éolien? Monsieur Jadot, fait un peu de politique. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Sur l'éolien terrestre, je crois. Sur l'éolien terrestre, je crois. Attendez, mais expliquez ce que c'est. Non, mais je veux dire, ça veut dire quoi? Vous mettez sur le même niveau, on peut être contre, mais vous le dites, l'existence d'une capacité d'entraînement de l'armée de l'air, on peut être contre, mais dites-le. Et celui qui se plaint parce qu'il a l'éolienne qui voit à 10 km. C'est pas tout à fait la même chose. Excusez-moi. Et vous ne pouvez pas faire semblant de dire que c'est la même chose. Et pourquoi je suis en désaccord avec vous? Quand on parle des entraves à l'éolien, je suis en désaccord avec vous? Parce que cette position amalgamante ne construit pas suffisamment l'avenir. Et pourtant, on a le même envie de l'avenir. Dominique D'Arnes, vous souhaitiez réagir également? Oui, non, je réagissais à ce que disait M. Jadot. C'est effectivement les règles qui s'imposent à nous pour le développement des projets, la limitation en hauteur par rapport à d'autres pays développés qui ont des défenses militaires à peu près tout autour de nous. L'Allemagne, non. L'Allemagne, bah, ils ont une défense militaire. Enfin, on sait que les militaires français n'ont pas la même vision sur la défense que les Allemands. Mais les Allemands n'ont surtout pas le même ministère de la Défense et les mêmes armées. Et pas le même poids de l'armée au sein des décisions que doit prendre l'État. Le fait est qu'aujourd'hui, déployer les machines que fabriquent les fabricants en France, c'est impossible. C'est marginal. C'est dans des zones où, effectivement, on est à distance de l'aviation civile, des militaires. Faites-nous le repowering, ça sera déjà pas mal. Mais et vous allez tripler la production d'énergie éolienne en France. Monsieur Carinco, le repowering, il va se faire dans des régions qui sont aujourd'hui généralement déjà lourdement équipées en éolien où puisque c'est du repowering. Ben oui, mais l'acceptabilité va être aussi difficile. On va changer la taille des machines. Un certain nombre de projets ne coïncident plus aujourd'hui avec les règles nouvelles qui s'appliquent pour le développement de projets. C'est pas aussi simple que ça et ça ira pas aussi vite que ça. Arrêtez de dire que c'est la faute à l'autre, c'est insupportable. Nicolas Wolf, peut-être sur le repowering. En fait, vous avez mentionné 3 gigawatts, hein, à peu près, c'était votre idée pour le repowering. Voilà, donc ce qu'on note, nous, sur les premiers dossiers qu'on a commencé à traiter, c'est qu'en fait, les difficultés sont identiques à des nouveaux développements, voire pire, puisqu'on se retrouve dans des régions qui sont déjà très équipées, avec des petites machines. Donc vous arrivez avec une grande machine et là l'État dit non, l'administration c'est impossible, c'est impossible. Nous avons arrêté de dire l'administration. Il y a une Assemblée nationale qui va être saisie de changement de règles sur le repowering. Ça j'y compte. Je me bats pour ça. Je suis désolé d'être. En plus je suis pas l'administration. J'en viens mais j'en suis plus. De dire dès que ça va pas, c'est la faute à l'administration. Eh ben ça me fait brère.
J'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, qu'aujourd'hui, le principal problématique, le principal frein, c'est la taille effectivement des machines qui du coup sont trop petites, pas assez bien acceptées, du coup génèrent des coûts supplémentaires par rapport à ce qui se fait ailleurs chez nos voisins. Ce qui se passe en Espagne ou en Allemagne ou dans les pays nordiques où effectivement on peut mettre des machines qui sont à 200 mètres bout de pale, 140, 150, 160 mètres de diamètre. En France, c'est aujourd'hui, on est loin derrière. On l'avait montré dans l'étude qu'on a faite et qu'on vous avait transmise. On avait fait des sondages, il y a des différences de plus de 50 mètres. Le prix est directement lié à la taille du rotor et à la hauteur du rotor. Donc la magie des prix, et tout à l'heure tu évoquais les prix à 25 €, on ne peut pas faire ça en France aujourd'hui avec les règles. Après, il n'y a pas les mêmes régimes de vent non plus. Je ne suis pas sûr qu'à 25 €, ça soit des trucs acceptables au niveau social et tout ça, mais c'est un autre sujet. Mais si on est d'accord sur l'analyse, sur le but de ce qu'il y a à faire, alors essayons de vous rassembler, de nous rassembler, plutôt que de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à machin, c'est la faute à truc. Ça ne marche pas dans une démocratie. Oui, mais il appartient, effectivement, c'est peut-être pas l'administration, mais c'est peut-être le politique, le Parlement, qui doit avoir ce pouvoir de réconcilier les intérêts. Mais oui, mais c'est à lui de le voter. Et l'administration exécutera. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Quand il y a une volonté politique, une détermination et une visibilité, c'est beaucoup plus simple pour les industriels, c'est beaucoup plus simple pour les banquiers, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais je crois que c'est aussi, là vous avez raison, Monsieur Carinco, c'est la question de l'imaginaire qu'on projette dans notre société. Quand aujourd'hui, un des débats dans notre société, c'est au fond la perte d'activité économique sur les territoires, la perte d'emplois sur les territoires, la perte de services publics sur nos territoires et derrière la perte de services publics, le délitement démocratique de nos territoires. Eh bien, être sur un imaginaire qui raconte l'histoire des énergies décentralisées. Le charbon, c'était l'énergie sociale. Dans l'histoire, c'est l'énergie sociale. C'est les syndicats, c'est les mouvements sociaux. Le pétrole, pour moi, c'est l'énergie de la mondialisation, des pétromonarchies, de la corruption, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça. L'énergie, les énergies renouvelables, ce sont à la fois les énergies industrielles, mais ce sont aussi les énergies citoyennes. C'est une des façons de remettre de l'activité économique sur nos territoires. Quand on a des artisans, des ingénieurs, des architectes, des salariés, des prestataires de services sur nos territoires autour des énergies décentralisées, eh bien oui, on a de l'activité économique, on a des emplois, on a des services publics, on a de la culture et on a de la démocratie. Et c'est cet imaginaire-là que nous devons collectivement projetés pour nos concitoyens. Ils sont prêts, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Simplement, ils sont prêts sauf là où on en met. Non, c'est pas vrai. Même ça, c'est pas vrai. Vous savez parfaitement que quand les débats publics locaux sont bien menés, il y a adhésion de la population et il y a moyen de gérer. On va pas le faire à la chinoise. Je suis d'accord avec vous. Simplement, aujourd'hui, je crois qu'il y a dans notre société un appétit pour ces énergies-là. Il y a un appétit à nous, collectivement, de les porter, y compris, moi j'aime bien les éoliennes, je ne vais pas vous le cacher, j'aime bien les éoliennes. Je viens de Picardie, franchement il y a certains coins de Picardie, c'est pas que les éoliennes dénaturent les paysages quand c'est plat à perte de vue et qu'il n'y a plus une haie depuis longtemps, il n'y a plus rien du tout. Notre ami Xavier n'en veut plus. Même en Bretagne, partout, j'aime bien les éoliennes, je trouve ça joli, c'est les moulins d'aujourd'hui. Mais cette idée que cette énergie-là, elle crée de l'emploi local, elle est là, elle n'est pas chère, et ben je trouve que c'est un immense imaginaire à projeter. Et dans un moment de fracturation territoriale de notre pays, et ben je trouve que c'est une belle aventure que de projeter la ruralité de nos énergies. Monsieur Jadot, quand vous le dites gentiment comme ça, je suis d'accord avec vous. Et ce que vous dites, effectivement, fait écho à la présentation de ce matin, qui était tout à fait intéressante, sur le fait que la création de valeur, la création d'emplois était finalement assez mal perçue de la part des Français, en règle générale, et particulièrement des riverains. Donc là, effectivement, il y a vraiment un axe de communication intéressant à aborder. Giles Dickson, avant que je passe la parole à la salle, on a beaucoup parlé de la question du coût, qui est implicitement lié à la taille des machines. Tout à l'heure, sur les slides que vous avez projetés, il y a un élément qui m'a échappé, ou pas d'ailleurs, c'est le fait qu'en Italie et en Angleterre, les prix affichés étaient largement supérieurs à ceux de la France. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi cher que ça? Alors déjà, de quoi? Le prix de l'électricité? Oui, vous avez montré de l'éolien, vous avez montré un graphe qui était... alors je ne sais pas si on peut le
passer. Oui, oui. Alors, je peux vous expliquer, c'est très simple. Il s'agit du temps. Les enchères que je vous ai montrées, britanniques et italiens, ont eu lieu avant, bien avant les dernières enchères françaises, lorsque les prix dans le marché des fabricants étaient plus élevés. Donc il ne faut pas comparer les résultats des dernières enchères françaises avec ces dernières enchères italiennes et britanniques qui ont eu lieu il y a 2 ou 3 ans. D'accord, ok. Ouais. Effectivement, ça m'avait étonné. Alors, avons-nous des questions dans la salle? Le débat était très animé. On a eu du politique, on a eu de l'industriel, on a eu un petit peu de tout. Je me doute qu'il y a quand même des questions. Ne faites pas de timide. Jean-Yves Grandier, décidément. Bonjour, merci. 3 petits points. Premier point sur les contraintes spatiales. Pour nous, avec Valorem, on est en Finlande. On met aujourd'hui des éoliennes à 235 mètres de haut en bout de pale, 150 mètres de diamètre. Et les Finlandais, à 300 km de la frontière avec les Russes, avec lesquels ils ont une histoire assez tumultueuse, et on n'a pas de problème de contraintes radar comme on les a en France, malgré tout, dans un pays qui est juste à côté de la Russie. Donc malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, je ne parle pas des contraintes des sites d'entraînement militaire, mais les radars, c'est vrai qu'on va le dire, effectivement, on perturbe les radars, mais je pense qu'on a une profondeur de champ qui fait que ça me paraît difficile qu'un avion qui arrive d'un pays ennemi qui sera assez lointain de la France, il puisse ne pas se faire détecter avant, et que la vulnérabilité en termes de sécurité de notre pays, il est bien plus dans les centrales nucléaires qui sont notre talon d'Achille, et Greenpeace l'a montré récemment en faisant rentrer des explosifs à l'intérieur des centrales, et on sait que si un explosif est bien placé à une conduite d'évacuation d'eau des piscines, eh bien on peut effectivement avoir des accidents qui soient très 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 grave. Donc la vulnérabilité, elle est là. Et il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. En France, on a quand même tendance, et moi je viens de cette région-là, à s'inventer les solutions de la guerre d'avant. La ligne Maginot en 1940, c'était pas valable pour 1914, mais 1940 c'était plus ça. Et donc les problèmes aujourd'hui, je pense que franchement, il faut... Et je trouve que le fait de dire que l'armée allemande c'est une armée de seconde zone, alors, c'est un petit peu arrogant quand même. C'est vous là. C'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas d'armée en Allemagne. Vous avez, attendez, tout le monde vous a entendu. Non, je vous interdis de dire ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire parler les gens à leur place? Je vous ai entendu, monsieur. Qui a dit que l'armée allemande était de deuxième zone? C'est vous. Non, j'ai dit armée allemande. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas d'armée allemande. Voilà. Bon, voilà. Moi, je l'ai entendu. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, ça va. Écoutez, et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'armée allemande, effectivement, après 2011, quand les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire et de faire de l'éolien à fond la caisse, eh bien, les Allemands sont perturbés. Du charbon. Non, racontez pas n'importe quoi, c'est n'importe quoi, vous mélangez tout, quoi, c'est énervant. Bon sang, moi je vais m'énerver aussi, vous allez voir. Je vais faire des étincelles, je vais vous le dire. Oh, mais c'est pas possible. Bon, allez, on va parler d'éolien. Voilà, revenons. Non, mais aujourd'hui, les Allemands disent, voilà, les officiers allemands, l'armée allemande dit, oui, les éoliennes nous perturbent, mais on fait avec parce qu'il y a une volonté politique de faire avancer les choses et de sortir du nucléaire. C'est notre priorité, c'est leur choix. Donc voilà, et on pourrait vivre s'il y avait une volonté politique avec ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur les questions de corporate PPA et de système, de mécanismes de prix garanti. Comme le dit Jean-Bernard Lévy quand il parle des systèmes de prix garanti pour Hinkley Point, par exemple. Moi, j'aime bien ce terme-là. Je reprends ce terme de prix garanti. Le système qu'on a en France, c'est le bon système. Ce mécanisme de complément de rémunération ou de ce qu'on appelle de premium ex post, c'est le bon système et il faut en conserver. Même si on produit de l'énergie pas chère, et effectivement, comme l'a dit Nicolas, on produit de l'énergie de moins en moins chère avec l'éolien et avec le photovoltaïque, on a besoin d'une rémunération stable et visible sur le long terme. Donc sur 20 ans, sur 25 ans, augmentons si on veut la durée des contrats d'achat pour faire baisser le coût facialement. On peut, aujourd'hui les fabricants nous disent, moi je vois en Finlande et quand je discute avec eux, ils sont prêts à me garantir les éoliennes sur 25 ans, sur 30 ans. Et donc augmentons la durée des contrats d'achat, demandons à nos habillementiers qui aujourd'hui sont prêts à nous financer sur 23, 24 ans alors qu'on n'a que des contrats sur 20 ans, d'aller aussi sur des durées plus longues et on ira aussi en progressant avec des prix qui sont plus faibles aujourd'hui. Donc conservons ces systèmes de prix
prix garanti comme majeure partie de notre système de développement de notre énergie ici en France. Le troisième point, c'est sur l'éolien offshore flottant, et j'ai fini. Et je voulais poser une question donc là, ici. On entend dire que dans la PPE, il n'y aurait pas de ferme commerciale d'ici 2028 en éolien offshore flottant en France, parce qu'on va laisser faire les autres, explorer la courbe d'apprentissage, attendre que les prix de l'éolien offshore flottant baissent, et ensuite on s'y mettra. Est-ce que là, on est en train de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre? Alors pour avoir l'argent du beurre, finalement, c'est-à-dire le prix bas, eh bien on n'aura pas le beurre qui sont les emplois, et je pense que finalement on n'aura ni l'un ni l'autre. Et moi je voulais savoir si dans la PPE, on allait quand même avoir une politique un petit peu industrielle pour une fois. Alors si on l'a eu, vous avez raison, au niveau de l'offshore posé, et c'était un succès, il faut le dire, mais faisons la même chose dans le flottant, et qui est des objectifs d'éoliennes offshore commerciales dans la PPE. Je vous propose qu'on laisse répondre effectivement les intervenants à la table ronde. Vous voulez pas qu'on s'approprie déjà ces questions-là? D'accord, alors prenons une deuxième question. Oui, Antoine Guilleux, avec un sujet qui a fait l'objet d'un consensus absolu là, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tous les acteurs autour de la table ronde se sont accordés sur la nécessité d'une visibilité, d'une stabilité des règles, de la capacité laissée aux joueurs de pouvoir anticiper les règles mises en œuvre par le gouvernement sous le contrôle de la CRE. Et je m'interroge évidemment sur le déroulé du dernier appel d'offres, avec une question à laquelle, Monsieur Carinco, vous ne couperez pas, puisque tout le monde est dans l'attente du rapport d'analyse des offres s'agissant du deuxième round d'appel d'offres. On a eu quelques informations au compte-gouttes qui ont été diffusées hier, notamment sur le prix moyen du mégawattheure. Et ma question tient plus à la motivation de la réduction du volume qui a été retenu par rapport au volume appelé. Et j'étais à Berlin hier à l'OFAT où le sujet a été évoqué, du côté allemand et du côté français, où on a eu une très belle démonstration d'une divergence, à mon sens, culturelle, où en Allemagne, on s'accorde à faire jouer le jeu de la libre concurrence, à l'observer, à regarder le jeu des acteurs et à en tirer les conséquences en voyant que parfois les prix augmentent, possiblement pour des causes qui sont d'ailleurs exogènes aux acteurs. Et en France, le réflexe est différent. C'est-à-dire que si le prix ne va pas continuellement à la baisse, le réflexe de l'autorité publique va consister à diminuer les volumes pour, en réalité, abaisser le prix plafond qui était indiqué dans l'appel d'offres. Je pense que tout ça a aussi un retentissement dans le cadre de l'appel d'offres Bitechnologie, dont je ne connais pas les résultats, mais je pense que je pourrais les donner en termes de vainqueurs entre le PV et l'éolien. Enfin, je me sens en capacité de les donner, même si je n'étais pas au cœur du sujet. Alors, je vous propose là, par contre, effectivement, qu'on s'empare des deux questions. On va éviter de revenir sur la question de l'armée, c'est pas le sujet. Par contre, sur la question du complément de rémunération, non, justement, c'est pas le sujet. Question de complément de rémunération et appel d'offres, Jean-François Carinco, peut-être. Je pense que le système marché plus complément de rémunération est un bon système. Je pense qu'il est maintenant établi dans l'esprit de tous. Ce qui permet de concilier à la fois l'argent public, la dépense de l'argent public, et la compétitivité et l'aide et l'appui à la filière. J'ai juste un sujet, mais je n'oserais pas le dire. Moi, je suis sceptique sur l'idée qu'on ait budgétisé tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. C'était en 2016, 2015. Je pense que ça ne va pas dans le bon sens de développement des énergies renouvelables que de rentrer tout ça dans la masse des dépenses obligatoires et des budgets de l'État. Mais bon. Mais je n'ai pas entendu grand monde dire que ce n'était pas très bien. Mais bon, donc... après, sur ce que vous dites qui est tout à fait exact, il y a ce réflexe-là qui est très clair. Moi, je suis un peu en désaccord, je l'ai dit à un certain nombre de gens. Je pense que notre système, il y a quelques principes. Pas d'appel d'offres technologiquement neutre. Je pense que ce n'est pas bon pour le développement des filières naissantes. Marché plus prime. À partir de là, je ne suis pas convaincu que notre système d'appel d'offres soit suffisamment lisible, prospectif, etc. Je pense qu'il est trop compliqué. Un jour, c'est 5 ans, on fait des tranches, des machins, etc.
Ça, c'est pas la Creux qui fait ça. Nous, je rappelle qu'on gère juste, on fait l'analyse des offres. On fait l'analyse des offres. Et j'ai un débat, je l'ai dit tout à l'heure, sur le repowering qui rentre dans l'appel d'offres général. J'ai un débat sur l'autoconsommation en toiture pour les grandes surfaces qui est en concurrence directe avec la vente d'énergie où on pourrait en faire plus sur la même surface, ce qu'on ne fait pas pour de strictes raisons de réponse à l'appel d'offres. Chacun le sait sur le PV. Il n'y a pas de débat, me semble-t-il, entre PV et éolien. On a subi de plein fouet, et il fallait s'arrêter, pour attendre la solution, l'affaire de l'autorité environnementale. C'est ça qui a faussé le système. Donc, pour système faussé, moi j'ai pensé, je le pense toujours, qu'il vaut mieux s'arrêter et attendre de partir sur de bonnes bases. J'espère, on attend le décret. On attend toujours le détail, mais ce n'est pas moi qui tiens la plume. Je pousse, et je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Mon effort, je le redis, sur l'éolien, parce que je pense, contrairement à ce qui a été dit par certains, que ça sera plus facile sur le repowering. Il faut faire les autres, il faut faire les autres. Mais je plaide maintenant pour les grandes avancées, c'est des appels d'offres spécifiques repowering. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que là, on a 7 gigawatts faciles qui peuvent arriver. C'est pour ça que je me bats là-dessus. Et à des prix qui seront quasi au marché, je veux dire, qui seront quasi au marché, me semble-t-il. Voilà ce que je peux dire sur ces appels. Sur la question de la note... Oui, Gary Jackson. Je voudrais répondre, monsieur. C'est vrai que le marché est le marché. Et parfois, les acteurs économiques gagnent de confiance, parfois, ils perdent de confiance. Il s'agit de leur confiance dans le cadre juridique et dans la stabilité des règles. Bon, dans ce contexte-là, l'Union européenne vient de faire quelque chose qui a beaucoup de sens. Il a demandé à tous les États membres de faire leur proclamation, de créer le plan national d'énergie d'ici 2030, dans lesquels chaque gouvernement national doit identifier les volumes de nouveaux renouvelables qu'ils veulent ajouter d'ici 2030. De plus, chaque gouvernement doit élaborer un plan pour le repowering. Vous avez tout à fait raison, M. Coronso. C'est indispensable que les gouvernements développent un plan pour stimuler les investissements dans le repowering. De plus, l'Union européenne, dans la nouvelle directive des renouvelables, demande à tous les États membres de toujours donner au marché une visibilité sur la taille des enchères, les volumes dans les enchères, le budget pour les enchères d'au moins 5 ans. Visibilité d'au moins 5 ans. Et ça, c'est très, très important. Et ça va nous permettre d'aller au-delà de tous ces débats sur la confiance ou non. Ça va nous donner de vraie confiance à long terme dans le marché. On est arrivé au terme du temps qui était consacré à cette table ronde. Vous l'avez vu, effectivement, il y a eu beaucoup de débats qui ont été riches. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Jean-François Carenco, j'ai l'impression que vous devez nous quitter. J'imagine que certains d'entre vous, ce sera la même chose. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. C'était effectivement intéressant.